Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons aujourd'hui parler de l'apprentissage globalement et plus spécifiquement de la compensation du handicap en CFA pour des apprentis en contrat dans les secteurs privés et dans les secteurs publics. Aujourd'hui, pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Bonneville, le directeur du FIP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je serai aux côtés d'Élise Vincent, ma collègue, nous travaillons toutes deux pour le Handipact, le dispositif du FIP en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous avons co-construit ce webinaire avec la RHF. Donc nous avons aujourd'hui Isabelle Gruel et Marie-Pierre Barrault qui prendront également la parole. Et puis nous avons le plaisir de compter deux invités que nous avons beaucoup sollicités également pour obtenir des informations et des précisions à vous donner aujourd'hui. Donc Françoise Boyer, coordinatrice apprentissage pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, donc du CNFPT, et Claire de Souter, donc chargée de mission handicap à la direction de la formation et de l'orientation à la région, donc région Auvergne-Rhône-Alpes. Au sommaire du webinaire du jour, donc une première introduction, nous vous présenterons le schéma de fonctionnement de l'apprentissage, donc d'abord dans le secteur privé, puis dans le secteur public. Nous différencierons ensuite les notions d'accessibilité universelle et de compensation individuelle pour vous donner des clés pour bien compenser le handicap, donc identifier des outils et des moyens. Et nous évoquerons ensuite évidemment le financement de ces moyens de compensation. Donc nous essaierons de vous donner des leviers accessibles au CFA pour les apprentis, qu'ils soient dans le secteur privé et dans le secteur public. Nous aurons deux temps de questions-réponses. Un premier temps de questions-réponses après l'introduction, parce que vous le verrez, ce schéma est plutôt complexe. En tout cas, il y a beaucoup de subtilités. Donc, nous aurons Claire de Souter et Françoise Boyer à ce moment-là qui pourront répondre. Et puis, un second temps de questions-réponses à la toute fin de ce webinaire. Et je laisse donc tout de suite la parole à Guillaume Bonneville pour introduire ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc, l'apprentissage, comme vous le savez, c'est un sujet qui est au cœur des politiques et en particulier des politiques sociales. La vision qu'on avait autrefois de l'apprentissage qui était destinée aux élèves en échec scolaire, elle est maintenant datée et fort heureusement. C'est de plus en plus un moyen de se professionnaliser, de rentrer dans la vie active et en particulier rentrer dans les diplômes supérieurs. Sachez que la progression du nombre d'apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes dans la fonction publique est en forte augmentation. On a dépassé le taux de 6% et les employeurs recherchent des candidats. Comme vous savez aussi, l'apprentissage, c'est depuis des années une des priorités du FIP-HFP. On considère que c'est le meilleur moyen pour une personne de montrer ses compétences et de rentrer dans la vie active. On y consacre une grande partie de notre budget, avec en particulier le financement à 80% du salaire chargé des apprentis. Notre mission, c'est d'accompagner les employeurs publics dans le développement de leur politique handicap, mais on a aussi la volonté de mieux accompagner les centres de formation pour pas qu'il y ait de rupture de contrat. Nous sommes associés depuis des années au pilotage de la démarche H+, et de la ressource handicap formation. La nouveauté cette année, c'est que le FIP-HFP a décidé de participer financièrement à la RHF dans le cadre d'une nouvelle convention FIP-HFP-AGFIP. Ce que je souhaite pour ce webinaire, c'est qu'il puisse vous éclairer notamment sur les différences entre le secteur privé et le secteur public. Je pense, et au vu du nombre de participants, je pense que ça correspond à une attente. J'attire bien votre attention sur le fait que, compte tenu des incertitudes budgétaires, l'image qui va vous être donnée aujourd'hui et les informations de la présentation sont vraiment valables à l'instant T. Je souhaite aussi, en conclusion, remercier sincèrement l'ensemble des acteurs qui ont participé à la réalisation de ce webinaire
l'équipe du Handipact du FIPHFP bien sûr, mais aussi la ressource handicap formation. Et je remercie aussi spécialement Madame Boyer et Madame De Soutter pour leur présence aujourd'hui. Amandine, je te laisse la parole. Merci Guillaume. Alors, avant d'entrer sur ce schéma de fonctionnement de l'apprentissage, quelques informations complémentaires. Donc, depuis le 1er janvier 2020 et en application de la réforme de 2018, le schéma et les modalités de financement de l'apprentissage ont été rénovés. Le nombre de CFA est passé de 80 en 2018 à 500 aujourd'hui, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, et prend différentes formes, différents statuts, donc associatifs, entreprises, SCI, lycées, etc. Donc, le fonctionnement des CFA, au sens large du terme, relève maintenant des attributions de l'État, et France Compétences devient le nouvel acteur principal de ce fonctionnement et de l'apprentissage. Donc, nous pouvons également noter que nous sommes passés au cours de cette période de 52 000 apprentis à 120 000 par an, ce qui porte au 31 décembre 2023, donc 97% de contrats, de nouveaux contrats concernent le secteur privé, contre seulement 3 pour le secteur public. Mais pour autant, dans ces deux secteurs, on voit une grande augmentation du nombre de nouveaux contrats. Et c'est parce que nous recevons de nombreuses questions, particulièrement sur la compensation et sur son financement, que nous avons souhaité engager un travail de clarification. Et la question mérite réellement d'être approfondie. Donc nous espérons que ce travail va permettre de lever certains éventuels freins à travailler avec l'employeur public, notamment. Et peut-être avant de commencer sur le sujet de la compensation, à qui incombe quelle obligation, comment mettre en œuvre et quels sont les moyens financiers pour mettre en œuvre cette compensation. Je vous propose de voir ensemble ce schéma global des interactions pour bien comprendre les flux entre les acteurs et les flux financiers. Voilà, donc commençons avec, au centre de ce schéma, un employeur du secteur privé. Je vous propose de commencer par évoquer les contributeurs, donc on va retrouver en haut du schéma. Tout d'abord, l'État. Donc l'État peut verser des aides directement aux apprentis ou à leurs familles, notamment par une exonération d'impôts. Et l'État peut également verser des aides à l'employeur, une aide à l'embauche et une exonération de charges sociales, dans une certaine limite, puisque l'employeur peut être exonéré à hauteur de 79% du SMIC, s'agissant du salaire de l'apprenti. Deuxième acteur au centre de ce schéma, donc France Compétences, qui lui va verser 2 enveloppes aux OPCO. La première enveloppe va permettre d'assurer la péréquation de l'apprentissage, c'est-à-dire son équilibre financier. La seconde enveloppe, elle est variable, elle est proportionnelle au versement des employeurs qui en dépendent. Et enfin, une autre enveloppe va être attribuée aux régions, donc chargées, elles, de financer le fonctionnement. Donc il s'agit d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour financer le fonctionnement et pour financer des investissements. Donc il s'agit d'une seconde enveloppe de 15 millions d'euros. Ces enveloppes, elles sont fongibles et leur attribution, elle est laissée à l'arbitrage des régions. Donc certaines régions vont décider par exemple de majorer les coûts contrats à destination des CFA. En Auvergne-Rhône-Alpes, le choix des élus a été de consacrer un montant important à l'investissement, soit une enveloppe de 25 millions d'euros, et ces montants vont être attribués par l'intermédiaire d'appels à projets, donc apparaître entre novembre et janvier, et qui vont permettre au CFA de faire part d'un projet avec des critères qui vont être déterminés comme prioritaires, tels que une formation vers un métier en tension, de la rénovation énergétique ou une mise en accessibilité du CFA. Donc le reste du budget va concerner le fonctionnement, il va se répartir selon 4 axes, le transport, la mobilité européenne, une aide aux équipements et un fonds social pour les jeunes en difficulté. Je laisserai sur le temps de questions-réponses tout à l'heure Claire De Soutter évidemment apporter quelques précisions si nécessaire. Donc, à noter que les recettes de France Compétences, elles vont provenir essentiellement des contributions des entreprises à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Donc, une contribution qu'on appelle la CUFPA, qui est devenue elle-même une seule et même taxe et dont le montant va varier selon la taille de l'entreprise. L'URSSAF en est l'organisme collecteur. À noter que si la majorité de cette taxe est reversée à France Compétences,
Une petite partie peut être attribuée à un organisme du choix de l'employeur. Donc vraiment une petite partie, c'est 0,09% de ce qui a été collecté précisément. Les OPCO, quant à eux, vont financer l'apprentissage en versant au CFA un coût-contrat, donc un coût-contrat par apprenti. Le coût-contrat est défini par le CFA pour chacune des formations sur la base d'une liste, donc la liste des montants maximaux pour le calcul de prise en charge, qui lui va être déterminé par les branches professionnelles et régulé par France Compétences. L'OPCO va également verser un surcoût contrat. Ce surcoût contrat, il va permettre de financer les besoins individuels pour compenser le handicap. Donc ce surcoût contrat, c'est une enveloppe pouvant monter jusqu'à 4 000 € et c'est bien évidemment l'objet principal de ce webinaire. Donc on revient sur la mobilisation de ces 4 000 €. Autres acteurs, donc les contributeurs, les bénéficiaires, pardon, les CFA. Donc les CFA sont financés par les OPCO pour la partie coût pédagogique. Ils bénéficient potentiellement d'une enveloppe de la région pour leurs dépenses, donc de fonctionnement et d'investissement. Et à ces principales sources de financement peuvent s'ajouter une participation employeur au coût pédagogique. Donc une participation éventuelle supplémentaire également de l'apprenti s'agissant du transport, de l'hébergement ou de la restauration, donc des montants qui ne seraient pas pris en charge par l'OPCO. Si les CFA sont principalement financés par les OPCO, il existe néanmoins d'autres sources de financement. Donc les CFA, notamment, peuvent percevoir des coûts pédagogiques qui vont correspondre aux formations des apprentis qui ont été recrutés par un employeur public. Donc le coût va être versé à l'employeur, par l'employeur ou l'OPCA. Et dans ce cas, donc l'OPCO ne verse pas ce coût contrat, tel que quand l'apprenti est issu d'un employeur du secteur privé. On revient juste après sur ce schéma de fonctionnement avec au centre un employeur du secteur public. Les employeurs privés sont donc à la fois bénéficiaires et à la fois contributeurs, puisqu'ils versent cette fameuse contribution à la formation. Ils vont verser également une rémunération aux apprentis et bénéficient donc de l'exonération des charges sociales de l'État. Ils bénéficient également d'une aide à l'embauche ou d'autres aides ponctuelles, type aide gouvernementale. Et les apprentis, quant à eux, les apprentis ou leurs familles, en fonction de l'âge de l'apprenti, outre la rémunération, peuvent également bénéficier d'aides de l'État, d'une exonération d'impôts, de la prime d'activité ou d'une aide au logement. Pour ne pas complexifier ce schéma-là, nous n'avons pas fait apparaître toutes les aides dont pouvait bénéficier l'apprenti, mais voilà, à noter que cet apprenti va pouvoir bénéficier également d'une aide au permis de conduire. Celle-ci est versée par le CFA qui perçoit un financement de l'OPCO, et l'apprenti va également pouvoir bénéficier sur ce même principe d'autres aides, donc sur le principe des aides qui sont versées aux lycéens, le pass région notamment, pour ce qui relève de la culture, du sport, de la santé, et avec certains avantages qui peuvent être doublés pour les apprentis en situation de handicap. Et ces apprentis peuvent également prétendre à la bourse au mérite, donc une bourse pouvant aller jusqu'à 500 €. Alors, les interactions vont être légèrement différentes lorsqu'au centre de ce même schéma, nous parlons d'un employeur de la fonction publique. Commençons par ce qui est similaire. L'apprenti perçoit sa rémunération. Ce sont les mêmes seuils que dans le secteur privé. Des aides de l'État peuvent être également versées via une aide potentielle et notamment une exonération d'impôts. L'employeur, lui, va bénéficier d'une exonération de charges et peut prétendre à des aides exceptionnelles de l'État. Alors, attention, petite vigilance sur ce point, les aides ne sont pas forcément les mêmes que celles que les employeurs du secteur privé peuvent prétendre. Le schéma de fonctionnement du CFA est le même. Ses financeurs principaux sont toujours les OPCO et la région via France Compétences et l'employeur public ou son OPCA en substitution à l'OPCO quand l'apprenti est dans le secteur privé. On parle d'OPCA dans la fonction publique et non d'OPCO. Alors, ce qui est différent
maintenant, et ce pourquoi nous sommes régulièrement questionnés, concerne la relation entre l'employeur public et son OPCA, s'il est existant, et le CFA. Donc, sous l'impulsion de la loi de 2019, la loi de transformation de la fonction publique, le financement de l'apprentissage par les employeurs publics a légèrement changé. Il va intégrer de nouveaux acteurs, les OPCA, et cette cotisation va différer d'un versant à un autre. La cotisation des employeurs publics au titre de la formation n'est pas redistribuée à France Compétences. La CUFPA n'existe pas. La participation, elle est collectée par l'OPCA qui peut reverser, on verra sous quelles conditions, directement au CFA, si un contrat est signé. Il y a plusieurs conditions, évidemment, et cela va dépendre du versant de la fonction publique. Commençons par la fonction publique territoriale. L'employeur verse au CNFPT la somme correspondant à 1% de sa masse salariale pour assurer la gestion de la formation. 0,1% de la somme concerne la prise en charge de l'apprentissage. Donc, à noter qu'une baisse de budget, donc mécaniquement du nombre de contrats financés, est probable, dû à un retrait de l'État et de France Compétences dans les financements du CNFPT. Vous voyez apparaître une flèche grise en pointillé, ce qui représente l'ancien versement, donc France Compétences, directement au CNFPT. Une baisse du nombre de contrats financés, mais là encore, je laisserai Françoise Boyer apporter quelques précisions si nécessaire pendant le temps de questions-réponses. Une baisse du nombre de contrats financés est probable et attendue sur 2025, passant de manière prévisionnelle de 9 000 à 5 000 contrats. Quelques mots sur la procédure de financement d'un contrat d'apprentissage dans la fonction publique territoriale, donc des règles applicables pour les contrats qui ont été signés à partir du 1er janvier 2022 et qui concernent exclusivement les employeurs. Le CFA n'a pas de choses à faire dans cette procédure-là. Donc l'employeur va déclarer une intention de recrutement d'apprentis au CNFPT au plus tard fin mars de l'année N. Le CNFPT, de son côté, va mettre en perspective son budget et les demandes de recrutement des employeurs. Donc, dans ce contexte financier contraint, le CNFPT a dû définir des critères d'allocation. Ces critères peuvent varier, mais un de ces critères-là, il faut par exemple que les diplômes soient corrélés à des métiers en tension, et c'est notamment le cas de la petite enfance. L'employeur qui a reçu un accord de principe, un accord de prise en charge par le CNFPT sur la plateforme, pourra ensuite entamer sa démarche de recrutement. Il va devoir déclarer sur cette même plateforme l'apprenti qu'il a recruté, donc en déclarant la date de début du contrat, la durée et le diplôme RNCP qui sera préparé. L'accord préalable de financement va être généré. Il va permettre à l'employeur de se rapprocher du CNFPT pour établir le contrat. Dans ce cas, le CNFPT versera le montant sur lequel il s'est engagé directement au CFA. Le CNFPT peut plafonner la prise en charge des coûts pédagogiques. Et puis, à noter que le CNFPT va pouvoir financer, prendre en charge une partie, du moins, de la compensation du handicap lorsque cela est nécessaire. Sur le même principe que dans le secteur privé, le CNFPT va proposer une enveloppe allant jusqu'à 4 000 €. Le CFA aura donc comme interlocuteur ou comme financeur l'employeur territorial ou le CNFPT selon les accords de prise en charge. Dans la fonction publique hospitalière, donc, autre versant, l'employeur verse à son OPCA, donc l'ANFH, une cotisation au titre de la formation professionnelle qui s'élève à 2,1% de la masse salariale. Concernant l'apprentissage, donc l'employeur va pouvoir bénéficier d'une prise en charge allant jusqu'à 50% du coût pédagogique. Donc il va faire appel à des fonds mutualisés de la MFH, donc selon là encore des plafonds qui vont être déterminés par niveau de formation. L'employeur va financer le reste à charge sur son plan de formation et la NFH versera directement au CFA. À noter cependant qu'il n'existe pas d'enveloppe permettant de financer la compensation individuelle.
c'est des notions sur lesquelles on va revenir également, cette enveloppe de 4 000 € n'existe pas dans la fonction publique hospitalière. Le financement de l'apprentissage va dépendre d'une enveloppe nationale et la tendance de prise en charge, nous avons également échangé avec l'ANFH pour préparer ce webinaire, la tendance de financement de l'apprentissage dans la fonction publique hospitalière et depuis l'introduction de l'ANFH comme acteur de l'apprentissage est stable, donc depuis la loi de transformation de la fonction publique 2019 applicable en 2020. A priori, 2025 devrait suivre la même tendance. En complément de la prise en charge des coûts pédagogiques, il existe une aide de 3 000 € qui a été instituée par un décret en septembre 2020. Et sur ce point, si le texte est plutôt clair, les budgets mis en perspective le sont beaucoup moins. Donc pour l'instant, il existe bel et bien cette aide, mais sa reconduite dans les années à venir et dans ce contexte de recherche d'économie par le gouvernement s'annonce plutôt incertaine. À noter également que pour les OPCA, donc fonction publique territoriale et hospitalière, sont à la fois collecteurs et à la fois organismes de formation. C'est ce qui va différer de la fonction publique d'État. Donc les employeurs qui relèvent de ce troisième versant de la fonction publique d'État, vont quant à eux autofinancer les coûts pédagogiques des contrats d'apprentissage, donc en payant directement le CFA. Ce budget est prévu au budget global de l'État. Il existe une circulaire ministérielle qui va prévoir des aides allant de 3 000 à 5 000 € selon le métier qui va être préparé. On a par exemple la possibilité d'obtenir une aide de 5 000 € pour des métiers du numérique. Donc l'interlocuteur du CFA, s'agissant de la fonction publique d'État, demeure l'employeur. Et puis à noter que si l'apprenti est en situation de handicap, le FIP pourra apporter un cofinancement des coûts pédagogiques et il proposera une aide allant jusqu'à 10 000 € qui sera versée uniquement à l'employeur. Donc le FIP va prendre en charge les coûts pédagogiques des formations d'apprentis en situation de handicap de la fonction publique de l'État, puisqu'il n'y a pas d'autres cofinanceurs, le reste à charge des coûts pédagogiques des formations des apprentis en situation de handicap, qui relèvent de la fonction publique de l'ANFH en complément de la fonction publique hospitalière, et en complément de l'ANFH, et le FIP prendra en charge les coûts pédagogiques des formations des apprentis relevant de la fonction publique territoriale, en complément du CNFPT, si celui-ci intervient, et en partie intégrale si le CNFPT n'intervient pas, si l'employeur n'a pas déposé de demande auprès du CNFPT, selon les modalités que je viens de décrire, donc avant le 31 mars de l'année en question. L'employeur finance le reste à charge après OPCA, et va donc déposer une demande de remboursement de ces frais pédagogiques auprès du FIP. Le CFA, lui, n'a rien à faire et ne peut de toute façon pas contacter le FIP. Il n'y a que l'employeur qui peut bénéficier des aides du FIP. Donc le FIP va intervenir également sur d'autres plans et sur le même principe, ce sera vraiment à l'employeur de réaliser, de faire cette démarche. Le FIP va prendre en charge notamment la rémunération des apprentis, jusqu'à 80%, la formation des tuteurs et puis les éventuels besoins complémentaires. Je vous propose un premier temps de questions-réponses. Peut-être Françoise, si vous souhaitez compléter, ou Claire, je vous laisse prendre la parole. Et puis Élise nous dira si on a déjà des questions. Je veux bien débuter, Amandine, si vous êtes OK. Oui. Allez-y. Donc, vous avez très bien résumé les modalités du dispositif dans la fonction publique territoriale. Donc, la porte d'entrée du dispositif, c'est peut-être l'information qui est à retenir s'il y a des employeurs de la FPT présents dans ce webinaire, c'est bien le recensement des intentions de recrutement. Donc pour 2025, il ouvrira à compter du 20 janvier
et jusqu'au 20-21 mars, on n'a pas encore la date très précise, mais faut retenir que c'est dans cette période-là, entre le 20 janvier et le 20 mars, qu'il faut se déclarer en tant qu'employeur, déclarer les intentions de recrutement pour l'année N, donc l'année 2025. Ensuite, effectivement, compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent plus lourdement l'année 2025 que les autres années sur le CNFPT, le conseil d'administration est en cours de délibérer de nouveaux critères d'allocation. Donc, on les connaîtra à l'issue du vote du conseil d'administration qui se tiendra le 18 décembre. Et à partir de là, une communication sera établie en direction de tous les employeurs territoriaux en Auvergne-Rhône-Alpes pour bien leur repréciser les modalités du recensement et les critères d'éligibilité des potentielles demandes qu'ils déclareront. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais rajouter avec une liste de diplômes bien précise, éligibles au financement et des diplômes qui sont écartés du financement parce que jugés non prioritaires comme non en tension. Et ces critères-là, ils sont définis non pas par le seul CNFPT, mais par une instance qui est associée à cette décision, qui est la coordination des employeurs territoriaux. Donc, tous les employeurs territoriaux, leurs représentants, en fait, sont mis autour de la table et ont discuté ces critères. Donc, ce sont des critères qui sont co-décidés, qui ne sont pas du simple fait du CNFPT. Donc, je voulais le repréciser, puisque la définition des métiers en tension, des diplômes éligibles, sont des décisions concertées avec les employeurs territoriaux. Voilà, c'est vraiment une décision collégiale. Et donc, porte d'entrée, recensement, le recensement qui a lieu au premier trimestre et qui est le passage obligé si on veut prétendre à un financement. Voilà. Et la majoration si l'apprenti est en situation de handicap. Et je pense que vous y reviendrez plus tard, Amandine, et de bien préciser que pour bénéficier de cette majoration prise en charge par le CNFPT, il faut que le CNFPT déjà prenne en charge les frais pédagogiques. S'il prend en charge les frais pédagogiques et que l'apprenti est en situation de handicap, il peut y avoir une majoration jusqu'à 4 000 €. Et cette majoration, la prise en charge de cette majoration est définie à partir du devis que fournira le référent handicap au sein du CFA. Voilà, devis qui devra respecter la grille de l'arrêté du mois de décembre 2020 sur la majoration des apprentis en situation de handicap. Très bien. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Claire, est-ce que vous souhaitez compléter? Est-ce que vous avez d'autres... C'était plutôt, bonjour à tous, c'était plutôt assez complet ce que vous avez évoqué, Amandine. Peut-être juste préciser que concernant les appels à projets régionaux, celui pour la partie financement de travaux d'équipement est en cours actuellement, la campagne est en cours jusqu'au 6 janvier. Donc vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet dans la rubrique aide. Et par contre, pour celui concernant le fonctionnement, les critères que vous avez évoqués, Amandine, sont à prendre avec précaution parce que ce sont les critères 2024 et on est actuellement en réflexion pour les faire évoluer. Donc, j'ai pas forcément d'infos à ce stade. En tout cas, la campagne n'est pas encore lancée. Donc, à surveiller sur notre site internet sur le premier trimestre. Très bien, je vous remercie. Comme le disait Guillaume, on est vraiment sur une photo à un instant T et effectivement, on essaiera de communiquer sur des actualisations. Nous avons également travaillé avec la NFH pour préparer en tout cas ce webinaire et eux aussi étaient dans l'attente de nouvelles dispositions pour rythmer l'année 2025. Élise, est-ce qu'on a des questions à ce stade? Alors, on a effectivement déjà quelques premières questions que je vais essayer de reprendre dans l'ordre où elles sont arrivées. On a une première interrogation concernant l'exonération des charges patronales pour la rémunération. Quelqu'un s'interroge pour savoir s'il n'était pas question qu'elles disparaissent. Alors, personnellement, à ma connaissance, mais je me tourne volontiers vers Françoise Boyer ou Claire de Souter
également. Excusez-moi, Amandine, je suis navrée, mais on a une alerte incendie dans le bâtiment. Donc, avec Marie-Pierre, on doit quitter le bureau. J'en suis désolée. On reste connecté, mais on doit partir. D'accord. 1000 excuses. On n'a pas le choix. Très bien. À tout à l'heure. Alors, sur la question… Oui, moi, puisque Amandine, vous me proposiez éventuellement d'apporter un éclairage sur cette question-là. Moi, j'ai pas vraiment d'éléments. Effectivement, à un moment donné, il était question dans la recherche d'économie faite par le gouvernement dans le cadre du projet loi de finances que cette exonération disparaisse. Mais voilà, à ce jour, je n'ai pas de confirmation de ce côté-là. Très bien. Merci. Donc, effectivement, s'il y a des questions qui restent sans réponse, on essaiera de vous apporter une réponse si tant est qu'on puisse la trouver a posteriori et par l'intermédiaire d'une FAQ. Est-ce qu'on avait une autre question? On avait d'autres questions, effectivement. Quelqu'un s'interrogeait pour savoir s'il était possible de donner des exemples d'aide à l'embauche de l'État pour les employeurs de la fonction publique, car il avait connaissance que cela n'existait plus à ce jour. Alors, il n'y en a effectivement peut-être plus en ce moment. On n'a pas souhaité aller dessus parce que le webinaire, effectivement, en étant qu'une photographie à un instant T, il faut absolument pouvoir regarder quelles sont les aides en vigueur et à quelle date, puisque celles-ci évoluent quasi constamment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir une différence, et il faut être vigilant, entre les aides gouvernementales qui peuvent être versées dans le secteur privé et celles du secteur public. Mais là encore, on pourra peut-être vous envoyer dans la FAQ les aides à ce jour. Mais voilà, vraiment avec les précautions, d'autant que dans ce contexte de recherche d'économie budgétaire et en fin d'année, celle-ci n'est peut-être pas forcément valable pour 2025. Une question qui va s'adresser à Madame Boyer certainement. Quelqu'un s'interroge pour savoir si un CFA n'a pas prévu dans sa convention initiale un surcoût en raison des aménagements pédagogiques nécessaires pour un apprenti en situation de handicap au recrutement. Est-ce qu'il peut revenir vers le CNFPT lorsque celui-ci a donné un accord préalable pour modifier par voie d'avenant sa convention initiale? Alors, la réponse est oui, effectivement, puisque au moment où l'employeur demande un accord préalable de financement, le CNFPT ne demande pas à l'employeur si cet apprenti est en situation de handicap ou pas, puisqu'on est préalablement au recrutement. Donc, préalablement au recrutement, ça veut dire que le recrutement n'est pas fait et que l'employeur est toujours en recherche d'un apprenti. Donc, au moment de l'accord préalable, il n'y a pas cette notion de majoration. Une fois que l'apprenti est recruté, s'il est en situation de handicap, il rencontre le référent handicap au CFA qui doit réaliser une évaluation des besoins. Il se peut qu'au démarrage de la formation, l'apprenti n'ait pas de besoin et que ses besoins évoluent dans le temps. Donc, il est possible pour le CFA, à tout moment, durant toute la période du contrat, de revenir vers le CNFPT en faisant un avenant à la demande de financement et en précisant, bon ben voilà, l'apprenti était en situation de handicap, ou il le devient, parce que c'est aussi possible de le devenir en cours de contrat, et on a une grille d'évaluation qui diffère, et à chaque moment, en fait, on peut revoir les choses, et c'est calculé au prorata de la décision, soit de la majoration handicap, soit de la RQTH. Voilà, donc c'est tout à fait possible de revisiter le montant qui a été alloué par le CNFPT, ou parce que les besoins ont été sous-évalués, donc il y a besoin d'une réévaluation, ou l'inverse également, c'est possible aussi. Merci beaucoup. Une personne s'interroge également pour savoir si un employeur peut aider directement un CFA qui souhaiterait mettre en place de l'orthopédagogie pour aider un apprenti dans ses études. Donc,
Oui, effectivement, c'est possible et je pense qu'on y viendra dans la suite du webinaire, bien entendu. L'employeur peut tout à fait aider le CFA, d'autant qu'il y a fort à parier que quand il y a un besoin d'aménagement en emploi, il peut y avoir un besoin en CFA et inversement. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire, mais effectivement, et c'est une des bonnes pratiques, c'est que le référent handicap du CFA puisse se mettre en relation avec le référent handicap de l'employeur, côté employeur. On y revient bien sûr après avoir essayé de démystifier peut-être à qui incombe quelle obligation en matière de compensation du handicap. Une nouvelle question pour Madame Boyer. Pour des formations débutant en janvier, à quel moment une mairie doit-elle formuler ses intentions au CNFPT? Alors, elle doit les formuler au moment du recensement et si à l'issue du recensement, la mairie obtient une allocation et une possibilité d'être financée, le dossier est régularisé à compter du 1er janvier, si elle a recruté le 2 janvier. En général, il y a peu de recrutement le 1er janvier, mais à compter du 2 janvier. Merci. Il y a encore une dernière question pour vous, Madame Boyer. Pour un apprenti en situation de handicap, s'il n'a pas pu bénéficier d'un financement du CNFPT, comment accompagner son parcours, ses adaptations? Je dis à vous, Madame Boyer, et puis après, il va peut-être y avoir le lien avec Amandine, parce que ça va certainement être un petit peu évoqué dans la suite. Alors, si le CNFPT ne finance pas les frais de formation de cet apprenti-là parce que le diplôme n'est pas éligible, parce que la collectivité a dépassé l'enveloppe allouée, etc., nous ne pouvons pas prendre en charge la majoration handicap. Donc, dans ce cas-là, c'est le FIPHFP qui prend le relais. Et si nous finançons, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les financements du FIPHFP viennent en complément de ce que nous finançons sur la majoration. Merci. Et tout à fait, effectivement, le FIP se positionne, quel que soit le type d'aide qui est sollicité par l'employeur, se positionne toujours en complément d'autres financeurs. On reviendra bien sûr sur cette question puisque c'est tout à fait l'objet de ce webinaire et se dire à quel moment est-ce que le FIP peut prendre le relais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on poursuit On a, je pense, fait le tour des principales questions pour le moment. Très bien. Alors, je poursuis. Je ne vais pas pouvoir remplacer Isabelle et Marie-Pierre de la RHF. J'essaierai de faire au mieux que je peux, mais j'espère sincèrement qu'elles vont revenir assez rapidement. Peut-être que pour commencer, il va convenir de différencier deux notions, la notion d'accessibilité universelle et la notion de compensation individuelle. Sur le plan de l'accessibilité universelle, qui se traduit donc en CFA par le fait de mettre des équipes pédagogiques en capacité d'accueillir et de former des personnes en situation de handicap, et notamment donc avec l'appui du référent handicap. Si on a un contexte de référence, une référence légale à citer, c'est la loi du 11 février 2005, puisque le CFA va avoir l'obligation de se mettre en conformité avec le registre d'accessibilité universelle et donc c'est la même loi que toute ERP, les établissements recevant du public. S'agissant de la compensation individuelle, il n'y a pas là une seule et même loi qui va préciser qu'une obligation incombe de telle manière à un CFA en matière de compensation individuelle. Il y a notamment néanmoins une référence légale qu'on va pouvoir citer, c'est la loi du 5 septembre 2018, donc la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui va introduire deux notions. Donc tout d'abord, une obligation qui incombe au CFA de désigner un référent handicap. Donc ce référent handicap, il est l'interlocuteur des apprentis en situation de handicap et c'est à lui d'organiser la mise en œuvre des adaptations nécessaires donc à cette compensation du handicap. Et le référent handicap travaille en étroite relation avec l'équipe pédagogique. Cette même loi, la loi Liberté de 2018, elle va également instaurer la norme Calliope, dont la mise en œuvre a été effective au 1er janvier 2022, et sa mise en œuvre, elle va prévoir d'apporter la preuve
Donc, il va incomber au CFA d'apporter la preuve de son accessibilité réelle et de tous les moyens qu'il va pouvoir mettre au service de la compensation du handicap. Les CFA vont pouvoir s'appuyer sur différents dispositifs. Donc, pour s'engager dans une démarche de progrès, ils vont pouvoir s'appuyer sur la formation, sur la démarche H+, de la formation, et sur une démarche d'accessibilité, ils vont pouvoir contacter l'ARHF. Et s'agissant de la compensation individuelle, les CFA vont pouvoir être accompagnés pour identifier précisément ces besoins en compensation, ce plan d'adaptation, et donc mobiliser les bons financements. Donc là, c'est l'ARHF, financé par l'AGFIP et le FIP, que vous allez pouvoir mobiliser. Enfin, l'objectif est de donner une autonomie aux CFA, leur permettre de se professionnaliser pour pouvoir répondre de manière autonome à ces besoins de compensation et trouver le mode de financement adéquat. Je vais peut-être vous laisser la parole tout de suite, Claire, pour nous expliquer, pour nous dire quelques mots sur la démarche H+. Oui, donc la démarche H+, c'est une démarche qui est assez historique, qui existe depuis 2009, donc qui est antérieure à la ressource handicap formation. Et en un mot, c'est une démarche d'accueil et d'accompagnement en formation des personnes en situation de handicap. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les structures de formation pour les motiver à s'engager sur la thématique handicap, à dédier du temps et à intégrer vraiment la thématique handicap au sein de l'organisation et que ça devienne un sujet de toute l'équipe. L'objectif, c'est aussi de former une personne référente, le référent H+ formation, pour l'exercice de sa mission d'accueil, pour prendre en compte les besoins de l'apprenant et les besoins d'accompagnement tout au long du parcours. Et puis, c'est d'orienter les référents et les équipes dans la mise en place de parcours individualisés quand c'est nécessaire. Voilà. Vraiment, en un mot, je ne sais pas si je développe plus ou peut-être s'il y aura des questions, mais je ne veux pas non plus trop empiéter sur le temps. Donc, ça s'articule avec la démarche RHF, comme vous le disiez, Amandine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien, je vous remercie. Et puis vraiment, n'hésitez pas, on a de la chance d'accueillir Claire de Souterre, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette démarche H+. C'est vraiment une particularité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. S'agissant des leviers financiers sur cette accessibilité universelle, donc tout d'abord à noter que l'accessibilité universelle, les CFA doivent se mettre en conformité pour répondre aux exigences des ERP. Ce financement se fait sur fonds propres ou au moyen d'éventuelles aides qui pourraient être perçues, et notamment par la région pour aménager les CFA. Dans le secteur privé, le CFA va pouvoir solliciter le centre de formation pour bénéficier d'une enveloppe dont le montant peut s'élever au maximum à 4 000 €. Donc, c'est l'OPCO qui va être sollicité pour pouvoir mettre en œuvre financièrement, financer les moyens de compensation grâce à cette enveloppe de 4 000 €. Si toutefois, il y a un reste à charge, si les montants des moyens de compensation du handicap vont être mis en œuvre, vont excéder cette enveloppe de 4 000 €, le reste à charge pourra être financé par la GFIP. Dans la fonction publique, évidemment, nous avons une différence avec le secteur privé et ce financement va dépendre du secteur, du versant de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, le CFA va pouvoir solliciter le CNFPT. Comme disait Madame Boyer tout à l'heure, le CNFPT interviendra dans la compensation du handicap si et seulement si il intervient déjà dans le financement des coûts pédagogiques de ce contrat. Dans ce cas-là, effectivement, le CFA pourra bénéficier d'une enveloppe allant jusqu'à 4 000 €. Donc le CFA va présenter un devis qui va détailler les aménagements engagés et présentera également la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l'apprenti concerné. Attention, évidemment, donc si ce CNFPT n'est pas engagé dans la prise en charge du contrat et donc des coûts pédagogiques, il ne financera pas non plus le surcoût contrat.
Dans la FPH et dans la FPE, il n'y a pas d'équivalent de cette enveloppe de 4 000 € pour couvrir la compensation. Donc, si l'enveloppe n'est pas suffisante ou si elle est inexistante, dans le cas de la fonction publique hospitalière et d'État, le CFA va pouvoir se rapprocher de l'employeur qui, lui, pourra bénéficier d'une aide financière de la part du FIP pour couvrir le montant de ces compensations. Donc, attention, l'employeur n'a pas l'obligation de prendre en charge le surcoût généré par la mise en œuvre des moyens de compensation. Son enveloppe auprès du FIP ne lui permet peut-être pas. Chaque employeur public a la possibilité de bénéficier de 40 000 € sur la plateforme du FIP, mais ces 40 000 € peuvent déjà avoir été consommés ou l'employeur peut avoir choisi de garder ces 40 000 € pour les dépenser différemment, notamment pour quelque chose en faveur d'un agent présent dans le cadre du maintien dans l'emploi. Voilà, le catalogue du FIP est assez étoffé. Si le montant de 40 000 € est épuisé ou si l'employeur n'a pas la volonté d'impacter son enveloppe de 40 000 €, alors le CFA n'aura pas l'obligation de se tourner vers cet employeur. Nous avons appelé ça une zone grise, puisqu'effectivement, le surcoût des 4 000 € peut potentiellement ne pas être financé par l'employeur et donc rester à charge du CFA. Cette zone grise, elle génère donc beaucoup de questions. C'est notamment l'objet de ce webinaire. C'est ce qui nous a conduit avec la RHF à se dire qu'il était nécessaire peut-être qu'on aborde les choses de manière plus globale. Donc, une des bonnes pratiques dans la fonction publique, et le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de vous rapprocher de l'employeur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est fort à parier que des besoins en aménagement d'un côté nécessitent également un besoin en aménagement de l'autre côté. Pensez également peut-être à la portabilité ou plutôt qu'un double équipement, à la portabilité d'un équipement. Par exemple, une caisse à outils adaptée pour un apprenti dans le secteur du bâtiment peut facilement être transportée entre les deux lieux. Et puis, d'autres bonnes pratiques vont maintenant pouvoir être identifiées. La RHF intervient aussi pour accompagner les CFA dans la bonne identification des moyens de compensation et donc dans l'optimisation de cette enveloppe de 4 000 €. Et donc, Isabelle est revenue à pic pour prendre le relais. Merci Amandine. Alors, nous voulions ici, en fait, expliquer deux notions qui sont clés pour bien comprendre les situations de handicap en formation et aujourd'hui tout particulièrement pendant la période en apprentissage. Alors déjà une première notion qui est l'accessibilité. En fait, c'est tout ce que les CFA vont mettre en œuvre pour tous en amont finalement de la formation. Tout ce que le CFA va pouvoir anticiper. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des environnements capacitants. Par exemple, le fait de transmettre systématiquement les cours au format numérique à l'ensemble des apprenants, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre au CFA de développer son accessibilité. Également, un autre exemple, tout ce qui va toucher à l'évaluation. Si on fait les évaluations que à l'écrit, eh bien, c'est sûr que un environnement où forcément l'évaluation se fait à l'écrit, cet environnement ne sera pas accessible à tous. Si toutes les évaluations, on les fait à l'écrit ou à l'oral, eh bien là, une grande majorité de vos apprentis pourront suivre et réaliser ces évaluations. Plus on va développer l'accessibilité de son CFA, eh bien finalement, moins on va avoir de situations de compensation. Quand on parle de compensation, on est vraiment centré sur une personne en particulier. Donc finalement, c'est malgré tout ce qu'on a mis en place en termes d'accessibilité, c'est une réponse à des besoins résiduels. Donc là, on va être sur la mise en place, côté compensation, de moyens spécifiques aux besoins d'un apprenant dans un contexte précis de formation. Alors, quand on parle de compensation, on va penser à des adaptations organisationnelles
et pédagogiques, adapter les horaires, la durée, le rythme, avoir plus de pauses, mettre en place des cours de soutien, dédoubler certains cours. La liste pourrait être assez longue. Également, on va pouvoir mettre en place des aides techniques. Je pense notamment à un logiciel d'aide à la lecture, un téléagrandisseur, un micro-amplificateur. Et enfin, on va pouvoir mettre en place des aides humaines. Je pense notamment à un interprète en langue des signes. Ce qui va être important, alors au niveau de la compensation, c'est véritablement de réfléchir de façon concertée, donc avec l'apprenant, avec, si c'est un jeune, sa famille, avec peut-être des prestataires d'appui spécifiques, avec l'employeur, avec l'équipe pédagogique et tout ce petit monde orchestré par le référent handicap, réfléchir à des solutions de compensation qui visent à rendre la personne le plus autonome possible. Toujours avoir ça en tête sur la compensation. Voilà pour ces deux notions, Amandine. Je te laisse enchaîner, du coup, sur le conseil au CFA. Alors, on voulait vous présenter plusieurs clés. La clé numéro 1, la première chose à faire pour développer l'accessibilité de son offre de formation, c'est de s'inscrire dans une démarche de progrès, de façon à pouvoir déjà réaliser un état des lieux, se dire où j'en suis moi aujourd'hui en termes d'accessibilité de mon offre de formation et finalement quelles sont les priorités et quel plan d'action je peux définir et comment je peux faire pour suivre mes progrès. Alors, ce qu'on vous propose en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de rejoindre une démarche de progrès. Alors, tous les CFA aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes peuvent s'inscrire et faire une demande pour rejoindre la démarche historique qui a été initiée par la région Auvergne-Rhône-Alpes en lien étroit avec la GFIP, la démarche H+ formation. Et nous avons également, pour les structures qui ne seraient pas éligibles à H+, une plateforme, une démarche d'accessibilité portée par la ressource handicap formation. Le plus important ici, c'est de pouvoir tester votre éligibilité. Vous avez justement un lien pour pouvoir le faire. Mais comme pour la séquence d'aujourd'hui, vous n'êtes que des CFA, je peux d'ores et déjà vous dire que vous êtes tous éligibles à H+. Une deuxième clé, là, on va plutôt être sur le volet compensation, avec un point qui est essentiel au niveau de la compensation et un point qui est central, c'est l'analyse du besoin, et je vous l'ai déjà dit, de façon concertée. Et également, ce qui est important pour vous, c'est que vous puissiez mobiliser les outils et les ressources qu'on vous propose au niveau de la ressource handicap formation. Alors justement, tous les CFA, on propose dans le cadre donc de cette ressource handicap formation qui est copilotée par l'État, la région, le FIPHFP, la GFIP, Pôle emploi et l'ARS, on vous propose un accompagnement qui est gratuit pour vous, qui va nous permettre en tant que conseiller RHF d'être aux côtés du référent handicap, déjà pour lui permettre d'identifier les parties prenantes, les experts de la situation, dont les référents de parcours du réseau pour l'emploi. On va l'aider à mettre tout le monde autour de la table et puis on va lui apporter des outils, de la méthode pour pouvoir faire émerger des solutions. Et on va, à travers ces situations individuelles, l'aider à s'approprier ces outils et ces méthodes pour monter en compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand vous ne savez pas comment adapter un parcours. Prenez la tâche de la ressource handicap formation et on sera là pour vous appuyer et notamment dans l'évaluation concertée, pouvoir mobiliser les employeurs du secteur privé ou du secteur public parce que vous l'avez bien compris à travers la présentation d'Amandine, c'est hyper important, notamment pour le secteur public, que vous soyez partie prenante de l'analyse du besoin de compensation. Sur les outils et les ressources, on va vous proposer une grille d'entretien et un support pour évaluer justement les besoins de l'apprenant.
on va vous proposer une grille d'évaluation des besoins qui va permettre de chiffrer les besoins de l'apprenti tout au long de son parcours, en centre de formation, également au moment du passage d'examen. Et on va envisager tous les liens qu'il est nécessaire de faire avec l'entreprise pour qu'il y ait une cohérence entre les périodes en centre de formation et les périodes en entreprise. Pour vous approprier cette grille, on a réalisé avec Marie-Pierre Barrault, qui est présente aujourd'hui, un tutoriel qui dure une vingtaine de minutes et qui vous présente la grille d'évaluation des besoins dans le détail. Donc, vous avez tous les liens sur ce document. Pardon, je change, excusez-moi. Alors, la clé numéro 3, eh bien, écoutez, alors, c'est pas un grand secret, c'est bien sûr la formation. Alors, formez-vous, comment? Alors là, on a beaucoup de choses à votre disposition, des éléments qui vont vous permettre de progresser à la fois sur l'accessibilité, mais également sur la compensation. Je veux bien la diapo d'après, Amandine. Alors, vous allez retrouver sur la plateforme d'appui à la professionnalisation, la plateforme de l'AGFIP, qui donne accès à notre offre de formation, mais également à celle de nos partenaires, tout un tas de modules, notamment des modules de base qui sont au nombre de 6. Et puis, vous allez retrouver pour les acteurs de la formation, et notamment les référents handicap, et notamment les CFA, des modules animés par la ressource handicap formation en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les structures qui sont chartées H+, il y a un programme qui est dédié. Et pour les structures en général, vous allez pouvoir retrouver sur le programme de pro de Via Compétences. Là aussi, on vous a mis l'intégralité du programme 2025, de nombreuses formations et notamment référents handicap en organisme de formation ou CFA. Et puis après, des formations plutôt sur des typologies de handicap, les troubles du spectre autistique, tous les troubles 10, et également accompagner ou former une personne avec un trouble psychique. On va retrouver sur le site de Via Compétences le lien aussi vers 2 auto-formations, point de repère sur le handicap et reconnaissance du handicap, où là, on invite vraiment les CFA à pouvoir partager ces deux auto-formations avec l'ensemble des équipes, pour que tout le monde ait déjà une première approche des sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. Élise, je crois qu'avant de poursuivre, nous avons des questions pour Isabelle, peut-être? Oui, il y a quelques petites questions concernant la démarche H+. Donc, certaines personnes s'interrogent d'une part pour savoir si tous les CFA d'Aura sont obligés ou seulement fortement incités à rejoindre cette démarche. Et la deuxième question, est-ce que d'autres structures que les CFA peuvent bénéficier de la démarche H+, comme par exemple les missions locales? Alors, on va peut-être laisser Claire répondre sur le sujet d'H+, Claire. Oui, je peux répondre tout à fait. Donc non, les CFA ne sont pas obligés de s'engager dans la démarche H+ formation. C'est vraiment une démarche d'engagement volontaire. Première question. Et en termes de critères pour prétendre à la démarche H+ formation, c'est tout simplement les structures qui dispensent des formations certifiantes ou qualifiantes à destination de personnes sans emploi. Donc, les CFA, les organismes de formation continue, école de la seconde chance, école de production, structure du secteur sanitaire et social. Mais pour répondre sur la question particulière des missions locales, donc non, les missions locales ne peuvent pas prétendre à la démarche H+ formation. Même si on travaille avec la Milora sur le sujet, au même titre que le FIPHFP, la Milora est partenaire de la démarche H+ formation sur les différents membres, sur les différents comités de jury, sur les évolutions de la démarche, mais une mission locale n'est pas éligible à la démarche H+ formation. Est-ce que j'ai répondu à 3 questions? Je ne sais plus s'il y en avait d'autres. Claire, alors moi, c'est une question qui m'appelle une question, c'est que je ne savais pas que les missions locales étaient organismes de formation. Voilà, si tel était le cas, en tout cas, les missions locales auraient la possibilité de rejoindre. Si c'était des formations certifiantes, qualifiantes, oui, mais en l'occurrence.
Voilà, et s'il y avait des formations tout court, un numéro d'organisme de formation, rejoindre la démarche ressources handicap formation. Ce qu'on veut dans le cadre du copilotage, alors AGFIP Région, mais également avec le FIP et puis tous les copilotes, c'est que toutes les structures qui souhaitent s'engager volontairement dans une démarche de progrès puissent le faire d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ça reste un engagement volontaire et absolument pas une injonction. Tout à fait. Ou une obligation réglementaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, mesdames? Il y a une autre question qui était apparue pendant que vous parliez. Au niveau du timing, à quel moment est-il conseillé qu'un CFA adresse une demande de surcoût vers l'OPCO? Quelqu'un s'interrogeait pour savoir si ça valait le coup de le faire avant l'évaluation des besoins ou s'il fallait attendre l'évaluation des besoins. Alors, idéalement, il faut le faire après l'évaluation des besoins parce que la demande qui est faite auprès de l'OPCO, c'est pas une demande forfaitaire, c'est une demande à montant qui va être adaptée aux besoins réels de l'apprenti. Donc, c'est un peu difficile de l'évaluer sans avoir rencontré la personne et puis surtout sans avoir pu faire cette fameuse analyse concertée en s'interrogeant sur les restrictions finalement créées par l'environnement pour cet apprenant et voir quels freins on doit lever, ce qu'on peut mettre en place et comment on va le chiffrer. Donc, ça me paraît délicat de le faire avant. Après, c'est pas très gênant de le faire, même si la convention de formation a été établie. Simplement, on fera un avenant à la convention de formation. Le CFA fera un avenant pour rajouter le surcoût contrat et fera la démarche auprès de l'OPCO. Il faut que ce soit fait dans les 10 premiers mois, Marie-Pierre, si je ne me trompe pas, du contrat. Donc, la réglementation prévoit que ce soit fait, pas forcément de façon immédiate, mais le plus tôt est forcément le mieux. Merci. Et une dernière question qui était apparue concernait une prestation. Alors, ça n'était pas précisé, donc je ne sais pas s'il s'agit de la démarche H+, ou des modules de professionnalisation, pour savoir si c'était soumis à une convention entre le CFA et l'AGFIP. Non, il n'y a pas de convention. Quand le CFA mobilise, alors soit la ressource handicap formation pour l'appui aux situations individuelles, la plateforme de progrès, ça ne donne pas lieu à une convention, tout comme l'accès à la plateforme de professionnalisation. En revanche, sur la plateforme d'appui à la professionnalisation, les personnes auront la possibilité de délivrer une attestation. Très bien, merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de récapituler peut-être tout ce qu'on s'est dit depuis le début pour essayer de le clarifier et avec un exemple très concret. Donc, nous vous présentons Marie. Donc, Marie suit une formation de secrétaire comptable dans un CFA, le CFA de Solon. C'est évidemment un cas pratique uniquement et cette situation n'existe pas. Le cas numéro 1, donc Marie relève du secteur privé puisque son employeur est une entreprise. Son employeur donc, a contribué au financement de l'apprentissage. C'est le schéma que nous avons vu au démarrage de ce webinaire. Donc, son employeur a contribué au financement de l'apprentissage. Il a versé cette taxe au titre de la formation et de l'apprentissage qui a été collectée par l'URSSAF. Cette taxe a été reversée donc, en grande partie à France Compétences, ce qui fait de l'employeur un contributeur. L'employeur de Marie va financer sa rémunération. Il va bénéficier d'une exonération de charges sociales. Et il va financer une petite partie des coûts pédagogiques en complément donc, de ce que le CFA perçoit de l'OPCO. Voilà pour les secteurs privés. Deuxième cas de figure, Marie relève de la fonction publique. Donc son employeur est une structure publique, avec différents cas, puisque il va falloir déterminer de quel versant Marie dépend. Donc, si son employeur relève de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ces employeurs sont contributeurs également au financement de l'apprentissage puisqu'ils versent une participation à un OPCA et donc ils ont la possibilité de mobiliser, de solliciter cet OPCA pour une prise en charge des coûts pédagogiques. Les coûts pédagogiques vont donc être versés, s'agissant de la fonction publique territoriale, par le CNFPT, si l'employeur en a fait la demande au préalable et donc si il a bien été retenu, sinon par l'employeur directement.
Dans la fonction publique hospitalière, le coût pédagogique va être versé par la NFH, donc à hauteur de 50% du coût pédagogique dans une certaine limite, et le reste sera financé par l'employeur, qui lui-même va pouvoir bénéficier d'une aide de 3 000 € en fonction du décret paru en septembre 2021. Enfin, dans la fonction publique d'État, donc les coûts pédagogiques vont être versés par l'employeur lui-même, puisqu'il n'y a pas l'équivalent du CNFPT et de la NFH dans ce versant de la fonction publique. L'employeur va lui-même pouvoir bénéficier d'aides ministérielles issues d'une circulaire et des aides pouvant aller de 3 000 à 5 000 €. Enfin, donc l'employeur de Marie, quel que soit le versant, va financer sa rémunération. Et cet employeur va bénéficier d'une exonération de charges sociales. Deuxième cas de figure, nous retrouvons Marie. Cette fois-ci, Marie est en situation de handicap et Marie a besoin de moyens de compensation pour lui permettre de suivre sa formation ou d'exercer en emploi. Donc si nous retrouvons Marie dans le secteur privé, son employeur a contribué au financement de l'apprentissage dans les mêmes conditions. L'employeur de Marie va verser sa rémunération. Il bénéficiera donc de cette exonération de charges sociales par l'État et finance une petite partie du coût pédagogique en complément de ce que le CFA va percevoir de l'OPCO. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est le financement donc des moyens de compensation. Le CFA va demander à l'OPCO le versement d'une somme, donc dans la limite de 4 000 €, fonction des aménagements qui vont devoir être financés. Et le CFA va donc pouvoir compter sur les conseils ou l'appui de la RHF. Et si cette enveloppe de 4 000 € n'est pas suffisante, la GFIP pourra financer le reste à charge. Dans la fonction publique, si un employeur relève de la fonction publique, là encore, on va devoir déterminer de quel versant il s'agit. Pour le début, c'est toujours la même chose. Si l'employeur relève de la fonction publique territoriale ou hospitalière, il va participer au financement de l'apprentissage en versant cette participation à l'OPCA. Et donc, les coûts pédagogiques, sur le même principe, sont versés par le CNFPT si l'employeur a une autorisation, sinon par l'employeur. Dans la FPH, par la NFH à hauteur de 50%, et l'employeur peut bénéficier de l'aide de 3 000 €, et dans la fonction publique de l'État, par l'employeur lui-même, qui bénéficie d'aides gouvernementales, ministérielles, de 3 000 à 5 000 €. L'employeur, lui, va pouvoir demander le financement du reste à charge des coûts pédagogiques au FIP. Donc le FIP interviendrait en complément de l'OPCA et dans la limite de 10 000 €. L'employeur de Marie va lui financer sa rémunération et bénéficier d'une exonération de charges sociales. Il va également pouvoir demander une prise en charge de 80% de la rémunération au FIP, donc 80% de la rémunération brute et chargée. En complément, si des aménagements sont nécessaires, le montant des aménagements va être financé par le CNFPT pour la fonction publique territoriale, si et seulement si le CNFPT se positionne dans la prise en charge de ce contrat. Rien n'est prévu dans la FPH et dans la FPE, fonction publique hospitalière et d'État. Il n'y a pas d'équivalent à l'enveloppe de 4 000 € tel que prévu par le CNFPT. Si cette enveloppe de 4 000 € n'est pas suffisante, au-delà, le CFA va pouvoir se rapprocher de l'employeur, qui va éventuellement pouvoir bénéficier du fonds de FIP. Autrement dit, le FIP peut financer les moyens de compensation si l'employeur en est d'accord et présente une demande de remboursement pour le FIP, auprès du FIP. J'espère que ces deux cas pratiques auront apporté un petit peu de lisibilité. Et nous pouvons répondre à d'autres questions-réponses s'il y en a. Alors, une personne demande s'il y a une plaquette qui recense les aides aux apprentis en situation de handicap. Alors, dans la fonction...
Dans quel secteur? C'est ce que j'allais demander de préciser. En tout cas, s'agissant de la fonction publique, effectivement, vous retrouverez sur le FIP toutes les aides à l'apprentissage, toutes les aides qui peuvent être mobilisées. Comme Guillaume Bonneville le rappelait en introduction de ce webinaire, on est vraiment sur une orientation stratégique de la part du FIP de développer l'apprentissage à destination des personnes en situation de handicap. Donc le FIP propose de nombreuses aides et c'est vraiment sur cette question-là qu'il va octroyer le plus grand nombre d'aides aux employeurs. Et vous retrouvez l'intégralité des aides sur le site du FIP. Et s'agissant du secteur privé, Isabelle, je te laisse. Oui, alors même chose pour la GFIP. Hein. Vous allez retrouver les aides, notamment à la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Vous allez retrouver l'aide à l'intégration s'il y a besoin de sensibilisation du collectif. Vous pouvez trouver au niveau de l'entreprise également l'aide à l'aménagement de la situation de travail. Donc tout ça, vous le retrouverez sur le site agfip.fr avec toute la présentation de l'offre d'intervention de la GFIP. Merci beaucoup. Une autre question qui est revenue à plusieurs reprises. Si l'employeur n'est pas d'accord ou ne peut pas financer la compensation, à qui revient l'obligation d'aménagement? Au CFA? Est-ce que c'est à lui d'assumer le coût financier des adaptations? En tout cas, la loi ne dit pas très précisément, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la question de l'accessibilité universelle, la loi est très claire. Le CFA doit se mettre en conformité comme toute ERP. S'agissant de la compensation individuelle, la loi est beaucoup moins claire puisque la loi à venir va préciser deux choses. Elle va préciser que tout CFA doit nommer un référent handicap et elle va introduire la norme Calliope qui, elle, va vérifier que le CFA met bien en œuvre tout ce qui relève de l'accessibilité universelle et de la compensation individuelle. Mais c'est un peu tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'employeur de la fonction publique n'a aucune obligation, il ne lui incombe rien du tout, s'agissant de l'aménagement qui pourrait intervenir en CFA. Donc, pour répondre de manière un petit peu plus précise à cette question, effectivement, l'employeur n'a aucune obligation de financer un aménagement en CFA, donc ce serait davantage au CFA d'essayer de mettre quelque chose en place. Pour autant, oui Isabelle. Fini Amandine, je t'en prie. Pour autant, c'est un peu ce qu'on a identifié tout à l'heure étant la zone grise, c'est-à-dire que il n'y a pas de financement. Possiblement, on a du mal à identifier quel va être le levier à ce moment-là. Donc, l'idéal, c'est que le CFA et l'employeur puissent travailler main dans la main, se rapprochent les uns les autres et qu'on puisse essayer de se dire peut-être qu'il y a un aménagement qui peut être transporté d'un lieu à l'autre ou essayer d'optimiser, en tout cas, cette enveloppe de 4 000 € et en s'appuyant notamment sur la RHF. Alors oui, en effet, Amandine, moi je voulais compléter par rapport au CFA. Donc, certes, le CFA a une obligation d'accessibilité, pas simplement en tant que RP, mais d'accessibilité de son offre de formation, donc d'accessibilité pédagogique. La compensation, on est sur autre chose. La compensation, c'est un droit pour la personne en situation de handicap. Donc, c'est pas une obligation pour le centre de formation. Et c'est vrai qu'on a une zone grise. Je pense à quelques situations qu'on a pu connaître, qu'il s'agisse d'ailleurs du privé ou du public, et notamment sur le secteur public, où on s'est retrouvé avec des aménagements, et ça c'est assez rare, mais qui approchaient les 15 000 €. C'est compliqué de trouver des fonds quand on approche des sommes de cet ordre-là. Après, poursuivre depuis des années les adaptations, c'est rare qu'on ait des adaptations qui soient de ce montant-là. La moyenne des adaptations pour les apprentis, alors c'est un peu vieux ce que je vous donne comme chiffre, en 2022, on était plutôt sur 1 600 €, d'accord? Donc on est quand même sur des choses déjà qui sont plus envisageables, plus abordables. Et ce que j'aurais envie de vous dire, notamment au CFA, c'est plus vous allez développer l'accessibilité de vos centres de formation, plus vous allez réduire en fait la compensation. Et je pense que là, on a vraiment une clé de réussite
pour pouvoir avoir un petit peu moins de zone d'ombre sur ces financements qui sont pas toujours au rendez-vous, même si dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, hein, et on a beaucoup de parcours qui peuvent être aménagés. On a quand même toujours des situations qui restent un peu complexes et avec des solutions pas forcément évidentes. Et c'est d'ailleurs vraiment pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de décrypter un peu tous ces rouages et qu'on propose quelque chose de plus global, notamment à travers un webinaire. Je veux juste préciser également que si l'employeur n'a pas l'obligation de mobiliser les 48 000 € sur la plateforme du FIP, puisque c'est vraiment son enveloppe personnelle, néanmoins, il y a aussi beaucoup d'employeurs qui ne dépensent pas cette somme et qui, du coup, peuvent tout à fait, s'il y a une bonne relation entre le référent handicap du CFA et le référent handicap côté structure employeur, mobiliser cette somme-là. Simplement, il va vraiment falloir que le référent handicap de l'organisme de formation se mette en contact avec l'employeur pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire toujours dans l'intérêt de l'apprenti en situation de handicap. Donc voilà, c'est simplement, ça n'est pas une obligation. L'employeur n'est pas obligé de prendre à sa charge ce montant-là. Pour autant, il peut le faire, il a ce moyen-là, et s'il n'a pas dépensé les 40 000 €, effectivement, l'employeur peut se rapprocher du FIP, par exemple, s'il ne sait pas comment les mobiliser. Et bien sûr, le CFA et l'employeur ont tout intérêt à travailler main dans la main. Merci beaucoup. Quelqu'un s'interroge pour savoir s'il est possible de mobiliser des aides financières auprès de l'AGFIP pour des apprentis qui n'ont pas de titre BOE. À titre d'exemple, est-ce qu'un apprenti avec des troubles 10 qui a besoin d'aménagement peut bénéficier d'aides financières auprès de l'AGFIP, même s'il n'a pas de RQTH? Alors non, en effet, nous, nos publics, faut qu'ils aient un justificatif administratif. Alors, c'est pas forcément qu'une RQTH. Je pense notamment pour les apprentis qui avaient un GVASCO, qui avaient un PPS en formation initiale. En fait, ça va valoir RQTH. Et du coup, ils vont se retrouver avec un titre de fait. Mais quelqu'un qui n'aurait rien de tout ça ne pourrait pas mobiliser l'AGFIP. Par contre, on l'inviterait à faire une demande auprès de la MDPH. Parce que nous, au niveau de l'AGFIP, on va intervenir soit parce qu'il y a une reconnaissance qui est en cours, qui est décisionnée, soit parce qu'il y a une reconnaissance qui a été déposée. Donc, en tout cas, ça fonctionnerait pour la première année. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question concernant la fonction publique territoriale. Est-ce que la prise en charge du FIPHFP correspond au surcoût lié à la formation? Alors, la prise en charge éventuelle du FIPHFP, donc via l'employeur, ne correspond pas à cette enveloppe de 4 000 €. Elle va être au réel en fonction de la facture. Elle sera néanmoins fondue dans l'aide à l'adaptation du poste de travail. Donc, tout employeur peut bénéficier d'un montant allant jusqu'à 10 000 € pour un agent, donc un agent ou un apprenti, pour qu'un agent ou un apprenti puisse bénéficier d'une adaptation de son poste de travail. C'est donc la même aide, c'est donc le même montant. Simplement, cette aide, elle peut être mobilisée quand le matériel est mis à disposition de l'employeur en emploi ou au CFA. Mais c'est la même aide et le montant se fera au réel. Si l'aménagement coûte 6 500 €, le FIP prendra en charge les 6 500 € puisqu'on reste dans cette limite de 10 000 €. Merci beaucoup. Une personne s'interroge sur le pourcentage de 6% évoqué par M. Bonneville en introduction de ce webinaire. Est-ce que ce pourcentage concerne les secteurs privés et publics confondus? Alors, pour le chiffre des 6%, c'est un chiffre de 2023, c'était 6,1% et c'est pour la fonction publique en Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas le chiffre du secteur privé. Le chiffre des apprentis? Oui, des apprentis en situation de handicap, sachant que notre objectif régional, c'est d'atteindre les 12%. Alors, on est d'accord, mais 12% alors pas que d'apprentis, 12% d'apprenants en situation de handicap dans les dispositifs de droit commun, oui, Guillaume, en effet.
Une question concernant la fonction publique territoriale et hospitalière. Dans le cadre d'un recrutement d'un apprenti en situation de handicap, est-il nécessaire de passer par le CNFPT et l'ANFH pour la prise en charge des coûts pédagogiques, j'imagine, pour la question? C'est-à-dire, est-ce que l'employeur peut décider de financer ou d'autofinancer son contrat sans forcément passer par son OPCA? Dans ce cas-là, la réponse est oui. A-t-il intérêt à le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'employeur peut passer, mais je laisse Françoise Boyer confirmer, l'employeur a le choix ou pas de demander une prise en charge au CNFPT. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas parce que le CNFPT ne finance pas que l'employeur ne peut pas recruter et mettre en place les aménagements possibles. Après, ce n'est pas vraiment souhaitable pour lui, mais voilà, c'est une possibilité. Très bien, merci. Si l'aménagement de poste en CFA est financé par l'employeur, qu'en est-il du matériel en fin de formation? Est-il la propriété de l'employeur? Alors là encore, je suppose que ça dépend du secteur. Isabelle, est-ce que tu veux répondre s'agissant du secteur privé? Alors, ce ne sera pas l'employeur qui va le financer. Secteur privé, s'il y a du matériel, alors ça dépend. S'il y a du matériel en CFA qui a été financé par l'OPCO dans le cadre du coût contrat majoré, logiquement, il appartient au CFA parce que c'est le CFA qui reçoit la somme pour l'acquisition et c'est le CFA qui achète. En revanche, quand on est sur du matériel un peu spécifique, même très spécifique à la personne, souvent le CFA le laisse. Je pense à un micro-amplificateur, un logiciel quelconque de transcription écrite de la parole. Voilà. Mais techniquement, ça pourrait appartenir au CFA. Okay. Dans la fonction publique, si c'est l'employeur qui finance le matériel via les aides du FIP, normalement ce matériel appartient à l'employeur. Guillaume, est-ce que tu confirmes? Oui, tout à fait. Madame Boyer, vous souhaitiez intervenir? Oui, je voulais juste préciser que pour nous, dans la fonction publique territoriale, en tout cas jusqu'à présent, parce que moi aussi je prends un peu quelques précautions puisque 2025 n'est pas encore écrit au niveau du dispositif, mais quand il y a une majoration, elle s'appuie sur l'évaluation et en fait, nous ne finançons pas de matériel. En fait, la majoration ne doit pas servir à financer du matériel, mais elle peut financer de l'expertise sur l'achat d'un matériel, mais pas le matériel en lui-même. Voilà, je voulais juste préciser ça, parce que c'est souvent des questions qu'on a. Oui, et merci pour cette précision. Ça soulève des questionnements, peut-être, ou des observations. Amandine, n'hésitez pas aussi. Probablement. Mais effectivement, si le CNFPT finance l'expertise, sur le même principe que le référent handicap du CFA peut solliciter le FIP en complément, ce sera la même chose là, dans ce cas-là, pour la fonction publique territoriale. De la même manière que le CFA peut le faire quand l'apprenti est dans l'hospitalier ou l'État. Pour ce qui relève plutôt de l'aide technique, matérielle. Merci, on a encore quelques petites questions. Est-ce qu'un apprenti qui n'a que l'accusé de réception de sa demande de RQTH peut bénéficier d'aide de la part du FIPHFP? Je te laisse répondre, Guillaume. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait la demande il y a une possibilité pour l'apprenti, il y a une dérogation pour l'apprenti dans ce cas. Mais il faut qu'il ait fait sa demande et qu'il puisse justifier qu'il a fait sa demande. Avec la preuve de dépôt. Parce qu'effectivement, avec les délais d'obtention de la RQTH sur certains territoires, ça serait trop compliqué. Très bien, merci. Une personne s'interroge pour savoir s'il y a des financements pour de l'aide technique dans la fonction publique. Alors, sur le même principe de l'exemple de Marie et le cadre bleu, donc effectivement, sur l'aide
technique. Si le CNFPT, comme vient de le préciser Françoise Boyer, finançait plutôt l'expertise, effectivement, le FIP, mais avec tout ce qu'on vient de se dire autour de ça, pourra prendre en charge le matériel technique, donc d'adaptation pour l'apprenti, si ce matériel est mis à disposition du CFA. Mais voilà, on est vraiment sur le FIP peut prendre en charge sous réserve que l'employeur dépose la demande, sollicite le FIP et a encore ce budget et cette enveloppe de 40 000 € avec non consommé ou en tout cas qu'il lui reste la somme. Merci. Quelqu'un s'interroge également pour savoir si les PAI et PAP en formation initiale sous statut scolaire peuvent valoir reconnaissance en qualité de travailleurs apprentis handicapés. Je vais bien laisser la parole à quelqu'un qui… Oui, tout à fait. Les PAI, PAP, mais une fois que la personne, elle rentre en apprentissage, on est bien d'accord. Oui, PAI, PAP, PPS… ça, c'est la loi 3DS, hein. C'est tout des justificatifs qui valent aujourd'hui RQTH et qui simplifient justement les entrées en apprentissage. Très bien, merci. Si un organisme de formation sous-traite l'apprentissage à un CFA, est-ce le référent handicap de l'UFA ou du CFA qui est responsable des demandes de compensation ? Ah, alors il y a plusieurs choses. Juridiquement, c'est le CFA en fait qui va faire les démarches auprès de l'OPCO. Après, au niveau de l'évaluation du besoin, c'est important que ce soit plutôt le référent de l'UFA en lien avec l'équipe pédagogique, parce qu'encore une fois, ce qu'on va interroger sur l'évaluation du besoin, c'est un contexte de formation. Donc, c'est toute l'histoire des CFA hors mur qui sont pas non plus, qui n'ont pas forcément une vision de l'environnement de formation. Donc, il y a vraiment deux choses. D'un côté, il y a le CFA qui porte administrativement le contrat et qui va faire les demandes à l'OPCO. Et d'un autre côté, il y a le référent handicap dans l'UFA qui va être, qui va coordonner la mise en place des compensations et des adaptations. Très bien, merci. Plusieurs personnes soulignent le fait qu'elles avaient connaissance que les PAP et PAI ne valaient pas reconnaissance du handicap et qu'elles ne faisaient pas partie de la loi. Alors, écoutez, je vais revérifier parce que je vois que Marie-Pierre est en train de regarder, donc je vais la laisser faire. Peut-être que je me suis emportée. On va le vérifier. Très bien, merci. Parce qu'on l'a renvoyé à pas mal de CFA. Alors, je confirme, j'ai le texte sous les yeux. L'article 10 de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 prévoit également une équivalence RQTH pour les personnes âgées de 15 à 20 ans dès lors qu'ils bénéficient de l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AAEH, de la prestation de compensation du handicap, PCH, du bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation, PPS. Et c'est bien pour les jeunes de 15 à 20 ans. PPS, donc pas de PAI et pas de… Il y avait juste le PAI en fait, en plus. PAI et PAP. Amandine, je peux t'envoyer le document, si tu veux, que tu pourras joindre avec le support. Tout à fait. Aux participants. Oui, tout à fait. Nous mettrons le support dans les questions-réponses, oui. PPS, PCH, ouais, ok. Merci Marie. Merci beaucoup. Une autre question est la suivante. Est-ce que la mobilisation d'aide pour un apprenti qui fait la demande de RQTH, donc une aide AGFIP dans le privé, est possible dans le secteur public? Attends, est-ce que tu peux reposer la question? Quelqu'un demande si la mobilisation d'une aide pour un apprenti qui fait la demande de RQTH est possible dans le secteur public en miroir de l'aide AGFIP dans le secteur privé. Alors, je ne suis pas sûre, enfin, je suis même certaine, le catalogue AGFIP n'est pas exactement le même que le catalogue du FIP. Pour autant, les deux essaient de financer la compensation individuelle du handicap. Donc, voilà, il faudrait analyser plus précisément de quel type de matériel il s'agit.
Mais je pense, Isabelle, hein, que voilà, globalement, il y a des aides. Oui, il y a quand même beaucoup de points communs. Et puis, on travaille, hein, FIP, AGFIP, pour harmoniser nos offres d'intervention. Mais voilà, après. Okay. Et peut-être une dernière question, du coup, qui est 2 questions qui ont été posées par 2 personnes différentes. L'une pour savoir s'il existait un répertoire des référents handicap du secteur public et une autre question pour savoir s'il existait un répertoire des référents handicap de tous les CFA de la région. Alors, je vais répondre sur les référents handicap fonction publique. Il n'existe pas de répertoire. Les référents handicap qui souhaitent participer aux actions du Handipact font partie de notre réseau, mais il est vrai que si on a eu l'occasion de communiquer sur un répertoire par le passé, on ne le fait plus compte tenu des dispositions RGPD maintenant. Donc voilà, on ne tient plus à jour un annuaire des référents handicap de la fonction publique. Alors Amandine, pour la RHF, hein, si je peux intervenir. Alors, on n'a pas de répertoire. En revanche, on a une communauté des référents handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, des CFA et organismes de formation, où on a actuellement 1800 membres, où justement, du coup, les référents handicap peuvent faire appel à leur pairs en cas de besoin, et aussi une communauté sous laquelle on va donner à voir des ressources, des outils, une actualité par rapport au plan de professionnalisation, etc. Hein, donc, s'il y a des CFA qui nous ont pas encore rejoints, je vous invite à nous écrire à rhf-ara@agfip.asso.fr. Je pense que vous retrouverez les coordonnées au début du webinaire, du support d'aujourd'hui, et on vous enverra une invitation pour rejoindre la communauté des référents handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, des CFA et des organismes de formation. Alors, j'apporte juste la précision qu'effectivement, si quelqu'un a besoin de coordonnées précises ou doit entrer en relation avec un référent handicap précisément, n'hésitez pas à nous contacter, parce que si vraiment c'est pour mettre en œuvre un moyen de compensation, on peut le solliciter. L'idée, c'est toujours d'essayer d'agir en faveur des apprentis en situation de handicap. Donc, vous pouvez nous contacter par mail pour qu'on voit comment on peut vous réorienter. Et du coup, ça m'offre une parfaite transition pour la prochaine question. Donc, vous allez voir apparaître au milieu de votre écran une petite question en lien avec ce que disait Isabelle. Est-ce que vous souhaitez recevoir plus d'informations, donc sur le modèle de ce webinaire, sur des informations peut-être trimestrielles, ou voilà. Est-ce que vous souhaitez recevoir un peu plus d'informations sur l'apprentissage, sur les modalités de compensation secteur privé ou secteur public, donc voilà, sur une base de coopération RHF Handipact. Karine, est-ce que tu peux lancer la question, s'il te plaît? Voilà, vous venez de voir apparaître normalement le petit cadre. Donc on vous laisse voter. Élise, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il reste encore quelques petites questions. Est-ce que les OPCO ont un droit de regard sur l'utilisation des fonds du surcoût? Bien, écoutez, je l'espère. Écoutez, aujourd'hui, il faudrait les interroger, parce qu'on a 11 OPCO, hein, donc je ne sais pas comment sont traités les dossiers. En tout cas, la demande de surcoût, elle doit être précise. Je pense que le CFA, l'OPCO peut vous demander des justificatifs. Marie, je ne sais pas si tu as un peu plus d'infos sur le sujet. Simplement dire, contrairement à ce qui se passe côté AGFIP, où les demandes d'aide sont instruites, ce n'est pas le cas à notre connaissance au niveau des OPCO. Pour autant, les OPCO peuvent bien évidemment contrôler l'utilisation des fonds qui ont été versés dans le cadre du surcoût et demander des justificatifs. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est quel que soit le financeur, de garder tous les éléments qui font la preuve
des aménagements que vous avez mis en place, que ce soit des interventions, de l'achat de matériel, parce que les contrôles, à mon avis, sont plus que probables. Merci beaucoup. Une dernière petite question pour au niveau de la GFIP. Un jeune qui avait une aide AVS en formation initiale, qui passe apprenti, mais qui a toujours de vrais besoins de compensation pour de la reformulation, de la prise de notes, etc. Est-il envisageable d'avoir un accompagnement similaire si les besoins de compensation sont supérieurs à 4 000 €? Alors, il y a plusieurs questions à la question. Là, c'est pas une question de montant, en fait. C'est une question de besoin dans un environnement de formation qui n'est pas le même que celui de la formation initiale. Donc, encore une fois, ce qui va être important, c'est d'évaluer le besoin de cet apprenti en fonction de l'environnement dans lequel il va se retrouver sur l'année qui arrive. Même si on va s'intéresser à ce qui s'est passé avant, il faut quand même avoir conscience que l'environnement n'est pas le même. Donc, on ne va pas reproduire de façon systématique les adaptations. Si quelqu'un avait un AVS en formation initiale, ça ne veut pas dire qu'il aura forcément besoin d'un AVS par la suite. Il faut vraiment faire une analyse concertée pour voir quel est son besoin réel. Mais si ça dépasse et s'il y a des frais importants, dans le cadre du secteur privé, pour le coup, la GFIP peut cofinancer les 4 000 €. Après, je ne sais pas comment ça se passe voilà, au niveau du secteur public. Là encore, moi je te rejoins, ça veut dire qu'il faut faire une analyse complète sur le même principe et dépendant du versant, voir qui peut se positionner et qui peut financer. Est-ce que je peux intervenir juste pour une précision par rapport à la question sur les RQTH? Donc j'ai regardé le catalogue du FIPHFP. La pièce qui est utilisée, donc évidemment tous les apprentis qui seraient BOE, ce qui est ajouté, si la personne bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, donc l'apprenti peut bénéficier donc des aides du FIPHFP avec cette allocation. Je vous confirme par écrit avec les différents supports pour savoir si il y a besoin de l'RQTH ou si le justificatif de dépôt est suffisant. J'ai quand même vérifié. Très bien. Merci Guillaume. Élie, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, ce sera le moment donc, de clôturer ce webinaire. Si des questions restent en suspens, nous les intégrerons dans le support ou nous créerons une FAQ en fonction du nombre de questions. Vous venez de voir apparaître sur votre écran une dernière question, donc à savoir si ce webinaire vous a été utile. Nous mettrons en tout cas sur la page régionale du FIP, donc Auvergne-Rhône-Alpes, le support de ce webinaire, le replay et les documents qui peuvent être utiles. Je remercie du coup Isabelle et Marie-Pierre avec qui nous avons pu travailler tout au long de l'année sur la préparation de ce webinaire, et puis un grand merci à Claire de Souter et à Françoise Boyer que nous avons largement sollicité et qui ont bien voulu accepter de participer aujourd'hui. Donc merci à tous et merci à vous. Merci beaucoup, je partage complètement. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.